Bonjour à tous, bonjour. On va attendre quelques minutes pour les retardataires. Je vous propose de commencer le webinaire d'ici une minute, à 11h01. Alors, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce point conjoncture de la rentrée. J'espère que vous avez tous passé un bel été. Nous serons ensemble pendant 45 minutes en compagnie de nos experts. Florent Wabon, économiste chez Ecofi, qui a d'ailleurs rejoint nos équipes depuis peu. On est ravis de l'avoir avec nous. Bienvenue Florent et bonjour. Bonjour. David Jourdan, directeur de la gestion crédit. Bonjour David. David qui ne nous entend pas. Ah, et Bonjour, pardon. Erwan Ferrari, gérant Action. Alors, quel Bonjour. comportement attendre des marchés et quelle stratégie d'investissement adopter dans ce contexte inflationniste? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter une réponse en compagnie de nos spécialistes. Je vous rappelle que le replay de l'émission sera disponible tout de suite après et que vous avez la possibilité de poser vos questions pendant le webinaire à l'aide du bouton en bas à droite de l'écran. Alors, le thème central de ce rendez-vous sera celui de l'inflation, bien entendu. Qu'en est-il? Comment les différentes banques centrales vont-elles traiter ce problème? Est-ce qu'elles ont les mêmes problématiques? Quel est notre scénario à 6 mois? Et quelle stratégie de placement adopter? Florent, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec toi et commencer par aborder la situation aux États-Unis qui connaît une période de forte inflation depuis de nombreux mois maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche sur votre écran, eh bien, on constate que les pressions inflationnistes sont nées à la sortie du Covid. On le voit assez clairement sur la période récente, tout à droite du graphique. Se sont renforcées en 2021 et se sont encore plus renforcées finalement en 2022. À tel point qu'aujourd'hui, à fin juillet, vous avez une inflation dite totale, donc c'est la courbe en pointillé qui apparaît sur votre écran, de 8,5% à fin juillet, calculée sur un an. Et si l'on enlève ces éléments volatiles que sont les prix du pétrole et de l'alimentation, on a ce qu'on appelle l'inflation cœur qui, quant à elle, s'élève à 5,9%, encore une fois calculée sur un an, à fin juillet. Donc des pressions inflationnistes qui se sont construites en 2021, je l'ai dit, 2022 encore davantage. Et aujourd'hui, on arrive assez bien à documenter finalement les raisons de cette inflation. On en avait quelques indices, mais maintenant on arrive clairement à les identifier. On a d'une part des contraintes liées à l'offre pendant la crise Covid, à savoir la production qui s'est arrêtée, les délais de livraison qui ont augmenté, les confinements, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, notamment en Chine, le coût du transport maritime qui s'est accru. Donc tous ces éléments-là contribuent à alimenter l'inflation dite par l'offre. De l'autre côté, on a eu une forte demande qui a été liée à la reprise post-Covid, puisque les croissances économiques dans les pays développés et tout particulièrement aux États-Unis a été très forte. Le gouvernement américain a aussi versé des chèques aux ménages pour soutenir, les ménages et d'ailleurs aussi un petit peu les entreprises dans cette période de grand doute qu'était, la crise Covid. Donc si vous mettez tout ça dans une même bassine, eh bien vous obtenez l'inflation que l'on a aujourd'hui, donc un mix entre de l'offre et de la demande. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans une période d'inflation transitoire, mais bel et bien dans un contexte inflationniste qui s'installe. Est-ce qu'on peut faire quelques parallèles historiques? Alors, les parallèles historiques sont toujours un peu hasardeux, pour être honnête. En revanche, on peut identifier statistiquement des régimes d'inflation. Et sur le graphique que vous voyez sur votre écran, il y a 2 régimes que l'on a identifiés. Le premier, c'est, la période dite de grande inflation, donc qui a commencé dans les années 70 avec le choc pétrolier, la guerre du Kippour, et puis aussi la fin du système de Bretton Woods. Et donc tout ça a mené à une inflation dans les années 70 très élevée, d'ailleurs vous le voyez sur le graphique, et très volatile. Et j'insiste sur ce point, c'est un peu le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que sur ces niveaux-là d'inflation, même s'ils décélèrent, on pourrait avoir des à-coups, un petit peu comme ce que vous voyez sur le graphique, c'est-à-dire une forte volatilité. Ensuite, on a identifié dans la même période finalement l'ère dite de Volcker, qui prend son nom du président de la Banque centrale américaine, qui était, dans les années 80, Paul Volcker donc, lui a carrément cassé l'inflation en augmentant très fortement les taux d'intérêt. Donc vous le voyez sur le graphique, il n'y avait plus vraiment de volatilité, ça a été assez net. Et ensuite s'en est suivi la période dite de grande modération à partir d'Alan Greenspan, qui était président de la Banque centrale américaine à cette époque, où là, vous le voyez très clairement, une inflation ancrée aux alentours de 2%, très peu volatile
et c'est un petit peu l'objectif des banques centrales. C'est aussi le sujet de notre, webinaire aujourd'hui. Alors Florent, est-ce qu'on peut dire que le pic a été franchi ou bien on doit s'attendre à une inflation élevée sur une période prolongée? Alors, c'est la question que tout le monde se pose, en effet. Aux États-Unis, statistiquement, encore une fois, on constate que le pic a été franchi puisque ça fait déjà quelques mois qu'il y a une décélération de l'inflation. Puisque, alors on ne le voit pas très bien sur la courbe en pointillé, mais au mois de juin, encore une fois, sur une inflation calculée sur un an, on était à 9,1% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 8,5. Il y a les chiffres de l'inflation qui sortent d'ailleurs cet après-midi. Donc on est pile dans les temps et on anticipe encore une fois que les pressions vont encore diminuer aux alentours de 8,1%. Donc on a commencé cette décélération qui est principalement due au prix de l'énergie, du pétrole, de l'alimentation et même de manière générale au prix des matières premières. De l'autre côté, l'inflation cœur, elle, est restée inchangée de juin par rapport à juillet, mais est quand même en baisse, enfin en décélère en tout cas, à partir du pic du mois de mars où elle était à 6,4%. Donc on observe une décélération. En revanche, ça va être très graduel. Il y a quand même des bonnes nouvelles. La première, c'est que les tensions logistiques que je mentionnais tout à l'heure, qui contribuaient à l'inflation par l'offre, eh bien, on tendent à diminuer, à s'apaiser très nettement sur la période récente. On a tout un tas d'indicateurs qu'on suit qui nous suggèrent cela. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles qui sont dans les tuyaux et donc on pense qu'il va y avoir une décélération, mais finalement très, très lente, très, très graduelle. D'accord. Est-ce que le phénomène inflationniste est différent en zone euro? Alors, il est, différent en effet, puisqu'on le voit sur le graphique en fait, on a toujours le même schéma. On a une inflation totale en pointillé et une inflation cœur en très plein. Si on regarde la différence entre l'inflation totale et l'inflation cœur, eh ben, cette différence reste encore très élevée. Ce qui veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inflation totale inclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, eh bien, on a encore une inflation qui est très énergétique en zone euro. Mais malgré tout, et c'est l'objet aussi du webinaire, c'est qu'on a une inflation cœur qui reste quand même malgré tout loin des standards historiques, 4,3% à fin août sur un an, et surtout loin de la cible de 2 de la Banque centrale européenne. D'autre part, si on analyse un peu plus finement l'inflation cœur, on constate qu'il commence à y avoir des effets de demande, justement liés à la reprise économique qui s'est faite aussi en zone euro. Donc un peu différente, mais on constate qu'avec un décalage, elle se transforme un petit peu, comme aux États-Unis, en inflation par la demande. D'accord. Alors, tu as abordé la question du pic aux États-Unis. Oui. Est-ce que c'est le cas également pour la zone euro? Est-ce que le pic va être franchi cette année? Alors j'ai un petit peu répondu à cette question, c'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage. On le voit, il y a un décalage de phase d'une certaine manière et donc le pic pardon, est plutôt attendu en 2023 pour, la zone euro. Mais là D'accord. aussi, on va avoir un phénomène de baisse des tensions logistiques qui va contribuer à faire baisser la tension. On va avoir possiblement un ralentissement de l'activité en zone euro aussi qui va contribuer à faire baisser cette tension, mais on va rester sur des niveaux assez élevés, ne serait-ce que par le fait, énergétique. D'accord. Alors justement, quelles réponses les banques centrales vont-elles apporter à l'économie pour faire en sorte de se retrouver un peu dans un contexte, plus favorable? Comment les marchés financiers ont-ils, réagi? Eh bien, la réponse, elle est assez simple, c'est que quand vous êtes une banque centrale et qu'il y a une surchauffe dans l'économie et a fortiori de l'inflation très élevée, eh ben, vous avez un outil à votre disposition, c'est celui des taux directeurs et donc vous augmentez les taux directeurs dans l'économie et la diffusion de ces décisions de politique monétaire, elles se fait en 3 étapes. La première, bah, c'est la banque centrale augmente les taux directeurs. La deuxième, ça se transmet sur les marchés financiers et dans ce qu'on appelle plus globalement, les conditions financières. Les conditions financières, en fait, c'est un agrégat, de variables financières, à savoir, le coût de la dette pour les entreprises, sur le marché, la valorisation des marchés actions, la devise, et les taux aussi auxquels empruntent les États. Donc une fois que les taux directeurs ont été relevés, eh bien, ça se diffuse comme ça dans les conditions financières. Et la troisième étape, eh bien, c'est la transmission dans l'économie réelle. Et comme les conditions financières se sont resserrées, vous le voyez d'ailleurs sur le graphique à droite, il y a un temps de décalage évidemment pour que ça s'applique à l'économie réelle, mais lorsque vous allez faire, un achat, à crédit, ne serait-ce que d'acheter, une maison ou un appartement ou même, une machine à laver tout simplement, bah, votre crédit va vous coûter plus cher. Potentiellement, vous allez ne pas consommer et donc tout ça va contribuer à ralentir la demande puisque c'est l'objectif et in fine ralentir l'inflation. Mais tout ça prend du temps et vous voyez, il y a des canaux de transmission qui mettent du temps ensuite à se déverser dans l'économie réelle. Là, les États-Unis ont déjà commencé, sont bien enclenchés sur leur cycle de resserrement monétaire. Ça a un petit peu pris au dépourvu les marchés financiers, c'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche,
puisque les anticipations de taux directeurs à la fin de l'année 2022, eh bien, si vous vous situez au tout début d'année 2022, avant la guerre, avant tout ce qu'on connaît, bah, finalement, sur le graphique à gauche, vous voyez que les taux d'intérêt directeurs attendus à fin 2022 étaient assez faibles. Et puis, au fur et à mesure de l'année, des chiffres d'inflation, de la guerre en Ukraine, du ton extrêmement agressif des banques centrales, eh bien, les anticipations de taux directeurs ont commencé à se matérialiser sur le marché. Les investisseurs aujourd'hui sont beaucoup moins pris au dépourvu qu'au début d'année. Ils ont bien conscience que les banques centrales vont agir. D'ailleurs, elles l'ont dit lors de ce qu'on appelle le symposium de Jackson Hole à fin août. Elles ont vraiment indiqué que l'inflation était l'ennemi numéro un, la top priorité, et qu'elles allaient devoir agir, même si elles voient un petit peu d'inflation baisser, elles vont continuer de frapper fort en augmentant les taux directeurs. D'accord. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le graphique de gauche où tu mentionnes le concept de taux neutre. Est-ce Oui, que tu peux nous en dire plus? De quoi il s'agit exactement et surtout bien en sûr. quoi c'est important? Bah, alors le taux neutre, c'est en économie, nous les économistes, on aime bien les choses à l'équilibre et on aime bien que les variables économiques s'ajustent et forment des variables à l'équilibre. Et le taux neutre, c'est un petit peu ça, c'est une sorte de taux magique qui équilibre les forces économiques dans l'économie, enfin dans l'économie des pays développés, des pays émergents, peu importe. C'est un taux qui est à l'équilibre et c'est un peu le guide des banques centrales. Je parlais tout à l'heure de boîte à outils. Dans leur boîte à outils, les banques centrales ont ce guide, un peu c'est une étoile du berger, on peut dire ça comme ça et en fait, lorsque vous dépassez le taux neutre, et ben, vous, resserrez la politique monétaire quand vous le dépassez vers le haut. Si vous placez votre taux directeur au-delà du taux neutre, et ben, l'économie n'est plus à l'équilibre, elle se resserre et vous baissez la demande. C'est un peu l'objectif de la banque centrale américaine, pardon. Tandis que la Banque centrale européenne, elle n'est pas encore au taux neutre et vous voyez sur le graphique d'ailleurs, son taux neutre est un petit peu en dessous parce que la croissance potentielle de la zone est un petit peu inférieure aux États-Unis. Donc pour résumer, c'est un guide qu'ils estiment avec des variables, économiques, donc il y a beaucoup d'incertitudes autour de cela et ça sert de guide pour savoir si on a une politique monétaire restrictive, si on est au-dessus en termes de taux directeur ou au contraire accommodante si on est en dessous en termes de taux directeur. D'accord, merci Florent. Alors, on l'a bien compris, les banques centrales ont une problématique commune, l'inflation. Alors, elles sont cependant attentives à certains points spécifiques, notamment à la tension sur le marché de l'emploi. Et les réponses à apporter ne vont certainement pas être les mêmes. Tout à fait. Aux États-Unis, je parlais de surchauffe de l'économie, je parlais d'inflation, de reprise économique et un des symptômes vraiment très forts de cette surchauffe, c'est le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi aux États-Unis est très tendu et on a une manière très simple de suivre la tension sur le marché du travail, c'est le graphique que vous voyez à gauche, c'est de comparer le nombre d'offres d'emploi, enfin de rapporter, pardon, le nombre d'offres d'emploi au nombre de chômeurs. Et aujourd'hui, vous avez, c'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche, 2 offres d'emploi pour un chômeur. Ça veut dire qu'on a un marché du travail qui est extrêmement tendu. On a besoin de main-d'œuvre, mais il n'y en a pas assez. Et ce phénomène est forcément propice à une hausse des salaires, puisque en tant que travailleur, vous connaissez cette situation de tension sur le marché du travail, vous avez un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus élevé. Et sur le graphique de droite, vous voyez que les salaires ont beaucoup augmenté euh, aux États-Unis. Ils sont toutefois inférieurs, vous le constaterez, à l'inflation. Donc en termes réels, on est toujours sur des salaires négatifs, une progression des salaires négative. En revanche, il y a quand même cette petite musique qui fait peur à la Fed. Et donc forcément, c'est pas anodin qu'elle dise qu'elle fera tout pour, baisser l'inflation et notamment éviter des effets de second tour. C'est comme ça qu'on appelle cela quand il y a une boucle prix-salaire qu'on ne voit pas encore, je le répète, mais on observe tout de même une forte progression des salaires et voilà, donc ça, c'est vraiment le job de la Fed, si je puis dire, c'est d'abaisser la tension sur le marché du travail, sans pour autant entraîner une récession et c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. Alors, c'est une tâche qui est très difficile, ça a été, vu qu'une seule fois dans l'histoire des États-Unis, dans les années 90 avec Alan Greenspan, à l'époque de la grande modération, pour faire un rappel à la première slide et donc c'est un peu, tout l'enjeu pour la Fed. Elle va peut-être réussir, pour l'instant, elle est bien partie d'une certaine manière puisque l'inflation décélère. On constate tout doucement une petite baisse de tension et la croissance économique se tient à peu près. Donc pour l'instant, elle est, motivée à continuer sa hausse de taux. D'accord. Et s'agissant de la Banque centrale européenne, quels sont les points d'attention? Quels sont les éléments à surveiller? Bah, en premier chef, le taux de change, parce que, le taux de change euro-dollar a beaucoup baissé. Alors l'euro, s'est assez peu déprécié finalement par rapport à un panier de devises international. En revanche, il a beaucoup baissé par rapport au dollar et vous le voyez très bien sur le graphique de gauche. On a même atteint, 1 € pour un dollar, ça n'a échappé à personne et ça a une conséquence majeure, c'est que vous importez de l'inflation.
et vous importez de l'inflation de nature essentiellement énergétique. Et donc forcément, si vous importez de l'inflation, votre taux d'inflation total et même ensuite par ramification, votre taux d'inflation cœur, parce que le prix des billets d'avion va augmenter, parce que ça coûte plus cher de mettre un plein d'essence dans un avion, bah, ça entretient cette dynamique inflationniste. Donc finalement, elle est un peu prise en étau, la Banque centrale européenne. Elle doit essayer de maintenir la confiance dans l'euro-dollar. Mais il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a la Banque centrale américaine qui continue de monter ses taux. Donc la Banque centrale européenne court un petit peu après la Fed, et c'est pour cette raison-là qu'elle a, on le verra juste après, accéléré son plan de relèvement de taux. Et l'autre point, c'est, éviter un risque politique et plus particulièrement un risque, de fragmentation, comme on appelle cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les pays qui sont un petit peu moins bien lotis en zone euro, à savoir l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, c'est des pays qu'on appelle les pays périphériques de la zone euro. Il ne faut pas que leur coût d'emprunt augmente trop fortement par rapport aux pays cœurs, l'Allemagne par exemple. Et donc ça, c'est, quelque chose qu'elle doit regarder, et elle a pour cela développé un outil qu'elle appelle l'outil anti-fragmentation, qu'elle n'a pas encore utilisé. C'est une sorte d'arme de dissuasion, pour éviter justement que les investisseurs, fassent dériver trop ce coût. Mais il y a aussi un risque en Italie puisqu'il y a des élections le 25 septembre. Donc tout ça fait un petit peu le cocktail, difficile à gérer pour la Banque centrale européenne. Elle a une fenêtre d'opportunité qui est très réduite parce qu'en hiver, il va y aussi y avoir, toutes les répercussions de la crise énergétique qu'on commence à percevoir, et donc fenêtre d'opportunité très réduite avec des contraintes qui lui sont propres, notamment celles que je viens d'évoquer. D'accord. Donc bien 2 éléments à surveiller, la faiblesse de l'euro et le risque de fragmentation couplé au risque politique avec cet outil, comme tu as dit, anti-fragmentation pour Exactement. soutenir le coût de la dette de ces pays. Donc on a bien compris, l'inflation, c'est la top priorité. Nous, Ecofi, qu'est-ce qu'on anticipe et quel est notre scénario en termes de politique monétaire? Mmh. Bah, alors, une fois que j'ai dit tout ça, que les banques centrales avaient à cœur de lutter contre l'inflation, qu'elles augmentaient les taux directeurs, qu'est-ce que je peux dire de plus à part qu'elles vont continuer finalement? Mais nous, notre vue, c'est que du côté de la banque centrale américaine, on a un petit peu atteint le point d'orgue, le climax en termes de communication, lors du symposium de Jackson Hole. Elle ne pourra pas être beaucoup plus agressive dans son discours en disant qu'elle va lutter contre l'inflation, au risque potentiellement d'entraîner de la souffrance pour les ménages et les entreprises. Donc on pense qu'elle va encore refaire 0,75 le 21 septembre, donc ça approche, c'est bientôt, et qu'ensuite, finalement, la hausse de taux va se faire avec des pas un petit peu plus modérés d'une certaine manière. Donc on va avoir, une une hausse un peu moins forte, meeting par meeting, et donc en novembre, on anticipe 0,50, 0,25 en décembre, pour un taux directeur à la fin de l'année 2022 à 4. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, on pense que ce taux directeur-là va pas être, tout de suite, abaissé en 2023. Peut-être qu'elle va encore avancer avec des petits pas de 0,25, mais en tout cas, elle encore une fois, elle a à cœur de lutter contre l'inflation. Tant qu'elle ne verra pas des progrès substantiels là-dessus, elle va continuer d'augmenter. Mais là, on atteint quand même un palier assez important, 4. On est bien au-delà du taux neutre puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il est estimé aux alentours de 2,5. Donc on est vraiment dans une politique monétaire restrictive, et elle va potentiellement laisser, à des niveaux élevés et attendre que les choses, s'améliorent du côté de l'inflation. Pour la BCE, je l'ai dit, fenêtre d'opportunité très réduite. Heu, on anticipait 0,75, lors de la du meeting du 8 septembre, c'est ce qui a été fait. Alors on a un petit En revanche, les problème de risques réseau sont maintenant, visiblement. la probabilité a augmenté pour un 0,75 en novembre et peut-être un 0,50 en décembre, mais notre scénario de base reste toujours, 0,50 en novembre, 0,25 en décembre, pour un taux de directeur à la fin de l'année 2022 de 1,50, soit proche de l'estimation du taux neutre que l'on peut faire. Donc fenêtre d'opportunité saisie pour la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année 2023, ça va être un petit peu plus compliqué avec la crise énergétique. D'accord. On peut passer En au termes de couple croissance-inflation, ce qu'on vous met ici, c'est le consensus. Un consensus qui reste, toujours très optimiste sur la croissance en 2022, comme vous pouvez le voir, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Nous, sur la zone euro, on a eu des estimations, qui sont un peu en deçà de ça. Malgré tout, on ne pense pas à une récession en 2022, mais les risques sont très forts pour 2023. Aux États-Unis, il y a eu 2 trimestres consécutifs de baisse, et le troisième trimestre et le quatrième trimestre, avec les indicateurs que l'on observe, on peut anticiper de manière assez conservatrice que la croissance va être élevée, sur le troisième et quatrième trimestre pour les États-Unis. On est à peu près sur ces eaux-là, de notre côté en 2022, toujours pas de récession. 2023, pour le moment pas non plus.
Encore une fois, les risques sont maintenant croissants sur 2023. Sur l'inflation, je l'ai dit tout à l'heure, une inflation qui va décélérer de manière graduelle, mais qui va décélérer et il y a toujours dans les tuyaux des bonnes nouvelles, notamment du côté des tensions logistiques. Et si pour conclure, pour essayer de résumer un peu tout ce que j'ai dit, le premier point, c'est qu'il y a des pressions inflationnistes qui ne sont plus que guidées par l'offre, mais aussi par la demande, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Les banques centrales ont décidé d'agir. La banque centrale américaine est un peu en avance, même très en avance par rapport à la banque centrale européenne qui, elle, a une fenêtre d'opportunité très réduite. Et pour essayer de se projeter sur 2023, eh bien, la suite va dépendre évidemment des niveaux d'inflation, des bonnes nouvelles, encore une fois, du côté des tensions logistiques que l'on observe, et puis aussi de la tolérance des banques centrales, en particulier les États-Unis, à un ralentissement marqué de l'activité, potentiellement une hausse du taux de chômage que l'on n'observe pas encore, mais qui pourrait se matérialiser, c'est un risque. Et puis, la tolérance au niveau d'inflation. Ils parlent d'une cible de 2, mais est-ce qu'à 2,5-3 ils seront quand même à l'aise avec, l'environnement? Ça, c'est les questions qui vont se poser pour 2023. Merci Florent. Alors nous allons maintenant laisser la parole à David Jourdan, directeur de la gestion obligataire crédit. Alors David, quelles sont les conséquences de ces évolutions macroéconomiques et tes anticipations sur les mois à venir? Sur le marché du crédit, comment cela se répercute-t-il? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, Florent vous a très clairement exposé, le dilemme qui se pose aux banques centrales, aux investisseurs et aux politiques, à savoir essayer de conjuguer, un ralentissement de la croissance qui soit pas trop important et essayer de maîtriser l'inflation. En fait, ce qu'on attend de Jérôme Powell notamment, c'est qu'il soit une sorte de nouvelle, de Red Adair, donc c'est un pompier célèbre, les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, dont on parlait beaucoup, il y a quelques années. Il a été interprété d'ailleurs par John Wayne dans un film qui s'appelle, je crois Les Feux de l'enfer. Donc ce qu'on veut, c'est ça, c'est que l'inflation diminue. Et d'ailleurs cette inflation, il y a un peu plus d'un an, on la pressentait comme quelque chose de transitoire et le problème, c'est qu'elle s'est ancrée et donc, les banques centrales ne peuvent plus tolérer cette situation et donc, tous les derniers doutes ont été levés, hein. La politique monétaire devient un peu plus restrictive. On l'a vu avec des séquences de hausse des taux directeurs qui s'enchaînent et Florent vous a aussi, très clairement, exposé, le chemin qui est à attendre. Par ailleurs, on a, cette fois-ci concernant la croissance de nombreux obstacles et de nombreux facteurs qui pèsent sur l'activité. On a toujours ces chaînes d'approvisionnement qui sont pas réparées depuis le covid, des marchés du travail qui sont tendus essentiellement aux États-Unis et puis enfin cette agression, russe, envers l'Ukraine qui fait planer, pardon, de lourdes menaces sur l'industrie européenne et vous voyez bien qu'on est très inquiet, sur la situation énergétique, sur l'approvisionnement en gaz, heu et sur les décisions, absurdes qui pourraient être prises par, Poutine. Donc on a une combinaison de facteurs qui est absolument négative, hein. On a des marges des entreprises qui vont se détériorer, elles vont en pâtir, leurs métriques de crédit vont aussi, en souffrir et d'ailleurs ça c'est un mouvement qui a déjà commencé à se manifester. Donc au cours des prochains trimestres, il faudra examiner avec attention les publications et également les indications qui nous seront données par les dirigeants. Alors quelles sont Alors les conséquences de ces évolutions, David, sur les performances des marchés obligataires? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, les marchés anticipaient. Donc ils ont très clairement anticipé la détérioration de cet environnement, macro et les tableaux suivants en témoignent. Donc vous voyez qu'en bas, vous avez, sur le marché des obligations de qualité investissement, des performances, sur les 8 premiers mois qui s'élèvent à -12. Donc autant vous dire que c'est historique, hein. Le 1er semestre 2022 restera dans les annales, c'est un record. Le mois d'août 2022, donc avec ce -4 25 qui apparaît à l'écran, également, très impressionnant. Je crois que c'est l'un des pires mois sur plus de 300 mois écoulés, donc c'est vraiment, une situation, très, très difficile. Si on s'intéresse maintenant aux performances sur, le marché un peu plus risqué des obligations de qualité, spéculative ou à yield. Alors le paradoxe, c'est que la performance totale sur ces 8 premiers mois est un peu moins mauvaise, mais c'est l'épaisseur du trait, hein, puisqu'on est à -11,85. On a eu un mois d'août un peu plus, tranquille que sur son homologue de qualité investissement, mais c'est quand même quelque chose de très fragile et on va voir avec la détérioration des métriques de crédit et les publications, trimestrielles, comment ce marché réagit, dans les mois qui suivent. Alors
tout ceci, c'est très théorique, c'est des indices, donc j'ai choisi d'illustrer ce discours un peu long, avec, des choses qui vous sont plus familières. Donc j'ai retenu sur ce graphique, et sur ces tableaux, 3 États, donc d'une part la France, naturellement, l'Allemagne, l'Italie et puis, 3 émetteurs qui vous sont familiers, Orange, BNP et Renault. Alors ce que l'on constate depuis le début de l'année, j'ai arrêté les performances à fin août, hein. L'Allemagne et la France, grosso modo, c'est du -8,5 en performance totale sur 8 mois. L'Italie, donc on ajoute là un risque pays, on vous en a parlé avec, l'approche de ces élections, dont nous connaîtrons le résultat, dans les semaines qui viennent. On est à -10,2. Donc là, c'est la dimension risque pays avec un pays qui a des métriques de crédit et des fondamentaux un peu moins solides que les 2 autres. Et puis si on s'intéresse cette fois-ci, à des émetteurs privés, donc Orange, BNP et Renault, on voit que Orange et BNP, c'est à peu près, de la même aux alentours de -10 sur 8 mois. Renault, c'est -15, même un peu plus que -15. C'est logique, hein, Renault a des fondamentaux moins bons, c'est une activité cyclique, il est exposé à la Russie. Bref, la situation n'est pas de même nature, mais on s'aperçoit que quels que soient les cas qu'on ait pu, retenir, globalement, on a des performances qui s'étagent entre -8 et -15. -15 pour la plus risquée, Renault et -8,5 pour enfin -8,3 pardon pour l'Allemagne. Donc ça nous montre qu'on a bien un mouvement global, d'aversion au risque obligataire alimenté par ces craintes de hausse des taux, qui pèsent sur l'ensemble du spectre obligataire, qu'il soit public ou privé. Alors oui, c'est des performances quand même qui sont historiquement, adverses et les perspectives d'évolution de la conjoncture, sont pas très rassurantes, il faut le dire. Alors est-ce qu'il faut attendre avant d'investir sur les marchés obligataires, voire vendre, si on détient déjà des positions ou alors est-ce que c'est le moment de rentrer? Alors, avant de répondre à cette question, je vais faire, quelques rappels. Tout d'abord, le taux de rendement actuariel sur des déplacements obligataires. Alors, j'ai pris sur ce graphique trois indices. Un indice, d'obligations spéculatives, c'est la courbe en bleu, en b ouais, en bleu et puis, 2 indices, d'obligations de qualité investissement, donc moins risqués. En vert, c'est sur une zone 3-5 ans et en orange, d'ailleurs, elle est très proche de l'autre, c'est sur un indice global. Donc vous voyez sur ce graphique qu'on a, des taux nominaux qui ont beaucoup augmenté, au cours des mois qui viennent de s'écouler, heu, pour l'indice spéculatif ou l'autre d'ailleurs. On n'est pas nécessairement au pic de 2000 de mars 2020 sur l'indice spéculatif, et c'est normal, hein. En mars 2020, on savait pas du tout où on allait donc le marché était véritablement, illiquide et pas forcément représentatif. D'ailleurs, il a retracé, très vite. En revanche, pour la partie, investissement, là, on a une corrélation avec les taux d'emprunt, souverains qui augmentent et donc on retrouve des taux nominaux qui sont assez élevés. Attention, hein, il faut les taux nominaux, c'est pas des taux réels, hein et donc il faut tenir compte du fait qu'on a de l'inflation et on va essayer de comparer ça d'ailleurs avec des en prenant cette fois-ci les marges de crédit. Je vais vous montrer ça. Ah, attendez, je suis allé trop vite. Hop. Donc les marges de crédit, donc c'est l'écart de taux entre, un emprunt souverain finalement et une obligation privée, sur la base d'indices bien sûr. Donc comme vous le voyez à nouveau sur cette courbe en bleu, vous avez des marges de crédit, qui ont beaucoup augmenté sur la partie spéculative. Sur la partie investissement, elles sont aussi pas forcément au pic de mars 2020, mais elles se sont reconstituées. Donc on peut dire que le marché a déjà, tenu compte de cette détérioration de l'environnement, de cette montée des périls et des incertitudes. Donc en fait, ta question, parce que j'ai pas l'intention de me Oui, ne te dérober, dérobe pas. c'était de de savoir si les taux souverains vont encore augmenter et accessoirement de combien et est-ce que les défaillances d'entreprises vont-elles se multiplier? Alors moi, j'ai tendance à vous répondre oui aux 2 questions. On anticipe une relative stabilité, mais un petit peu à la hausse des taux souverains au sein de la zone euro. Heu, pour ce qui concerne, les métriques de crédit, elles vont se détériorer. On devrait avoir, des taux de défaillance qui augmentent un petit peu et donc ça devrait se traduire par une augmentation des marges de crédit. Donc tout ceci est pas très, encourageant, dirais-je.
Et pourtant, contre-intuitivement, nous considérons qu'il convient d'investir dès à présent. Pourquoi? Parce que si notre scénario est validé, nous pensons que nous devrions, enregistrer des performances positives à un horizon d'un an. Bon, il y a quand même une note positive dans tout ça. Il y a un contexte porteur qui offre du rendement actuariel. Sur quel type de produit, on peut se diriger? Alors, hem, j'avais fait un petit tableau que je vous passe rapidement, je vais aller vraiment très vite. Reviens en arrière. Voilà, Oui, encore. tac, On dévoile les slides un voilà, peu trop tôt. voilà. Donc, on a une espérance de rendement sur l'investment grade qui est assez élevée, si on n'a pas de taux de défaillance qui explose, et positive si les taux souverains ne montent pas trop. Vous le voyez sur ce graphique, et sur la partie, haut rendement, c'est un petit peu la même chose. Ça devrait bien se passer si on n'a pas une explosion des taux de défaut. On a pris ici pour hypothèse un taux de défaut à 3. Sachez qu'aujourd'hui en Europe, il est inférieur à 1. Les projections pour 2023, c'est de l'ordre de 2,5. Donc, si on consi sous ces hypothèses, sans explosion heu, sans forte hausse des taux souverains et sans forte hausse des comment dire? Des marges de crédit, on devrait avoir des rendements à 1 an aux alentours de 4,5. D'accord, donc je vais te laisser Heu, nous parler d'Ecofi Optim 26, hein, puisque c'est un fonds à oui, échéance qui permet de tout se à fait. positionner sur un produit dont la sensi au risque de taux va à peu près, baisser au fil du temps. Est-ce que tu peux nous en Voilà. dire un petit peu plus? Parce que je crois qu'il offre des taux de rendement, plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, on a une sensibilité au risque de taux qui est de l'ordre de 3,10, et ça offre un rendement de 5,5 environ. Vous avez sur ce graphique, les performances de ce produit qui existe déjà depuis, quelque temps, depuis le début de l'année. Donc c'est la courbe, blanche, donc elle se situe, un peu au milieu des différents indices que je vous ai indiqués. Mais c'est l'idée de ce fonds-là, c'est d'opérer une combinaison entre des entreprises, heu robustes, de qualité investissement, des entreprises un peu plus risquées de qualité spéculative, et plutôt de rester dans une stratégie de portage, et donc de pas avoir de mouvement, permanent et conséquent sur le portefeuille, et donc de laisser le temps s'écouler, et si on échappe au défaut, on devrait avoir des performances très intéressantes. Merci David. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de remontées de nos clients, comme d'ailleurs des investisseurs obligataires en général, hein, qui souffrent de la remontée violente des taux, mais ils observent aussi que c'est une occasion de remettre du rendement dans les portefeuilles, surtout lorsqu'ils sont loin en cash. Donc c'est vrai en gestion collective comme en gestion dédiée d'ailleurs. Et Ecofi Optim 26, c'est un bon moyen. Parce qu'au-delà du rendement, il offre la possibilité d'une délégation de gestion, hein, avec le coup de pouce d'un gérant externe. C'est une vision complémentaire du gérant interne, si je puis dire. Merci David. En tout cas, maintenant, on va se Merci à toi. concentrer sur le marché des actions qui a été impacté par le contexte macroéconomique, hein, expliqué par Florent, donc par les pressions inflationnistes et par les politiques restrictives des banques centrales. Le marché actions a connu un rebond cet été, mais a été de très courte durée. Erwan, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en effet, les marchés actions ont rebondi durant la première partie de l'été, notamment tirés par les valeurs de croissance. On a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce rebond. Donc tout d'abord, le premier facteur, a été la baisse des taux longs. Cette baisse a eu lieu, suite aux attentes des investisseurs à ce que la Fed annonce un 1 taux pivot. Le deuxième facteur qui a pu expliquer, cette hausse pardon des marchés a été la détente de la supply chain, notamment avec la baisse du coût du fret maritime. Et enfin, le dernier facteur a été, une bonne saison des résultats semestriels, donc lors de la fin du mois de juillet. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais t'attarder un petit peu plus sur la saison des publications? Oui, bien sûr. Donc on a une majorité des sociétés, environ, les 2 tiers des sociétés aux États-Unis, qui ont publié des résultats avec des bénéfices au-dessus des attentes. Donc les guidance ont été, confirmés dans une bonne majorité des publications, et surtout ce qui a rassuré, les investisseurs, donc ça a été les perspectives détaillées lors des différents conf calls et des, rendez-vous avec les sociétés. Elles ont, notamment rassuré sur la demande du consommateur, qui a été, très résiliente dans le contexte actuel, et aussi ils n'ont pas vu de ralentissement de cette demande. Les sociétés ont aussi rassuré sur leur pricing power,
notamment afin de compenser leur hausse de coûts de production. Et elles ont aussi rassuré, donc comme expliqué précédemment, sur la détente de la supply chain et qu'ils avaient moins de pénurie de stock, à venir. D'accord, et la baisse des marchés a entraîné une valorisation attractive en Europe? C'est ça, exactement. Lors de la fin du mois d'août, les marchés ont fortement corrigé, quasiment effacent en fait toute la bonne performance du mois de juillet. En fait, ça a été notamment en raison des banques centrales, puisque les investisseurs ont été surpris, pardon, par l'agressivité des banques centrales, comme expliqué par Florent. Donc les valorisations en Europe sont devenues vraiment très attractives, puisque le PE, sur l'Eurostoxx est de 12, donc à des niveaux, similaires à ceux de mars 2020, alors que la médiane historique, donc sur 5 ans, est de 14. Et de manière similaire, si on regarde par exemple sur le graphe de droite où il y a une comparaison entre enfin on peut comparer le PE de l'Eurostoxx et celui du S&P, la décote des marchés européens par rapport au marché américain est, historiquement, très forte, voire même plus importante que lors de la crise de 2008. Voilà, donc sur cette slide, on peut voir, que les secteurs et les décotes, entre les secteurs donc aux États-Unis et en Europe ne sont pas du tout, homogènes. On observe notamment une décote, bien plus importante sur le secteur de l'industrie et de la consommation discrétionnaire en Europe. Donc cette décote, semble nous montrer qu'une éventuelle récession en Europe est déjà, pricée, dans les, valorisations. Cependant, aujourd'hui, voilà, il semble qu'il est encore un peu trop tôt, pour réinvestir, massivement, on va dire, dans certains secteurs, notamment dans certains sous-secteurs, comme par exemple, le secteur de la chimie. Alors aujourd'hui, pour nous, il est encore trop tôt d'avoir une vision complètement positive sur ce secteur, étant donné que le contexte, donc vraiment d'inflation, forte sur les prix de l'énergie, sont, vraiment très négatifs pour le secteur de la chimie. Donc tu préfères avoir une approche, plutôt thématique fondée, sur le stock picking, Tout à fait. C'est, voilà, nous, ce qu'on je comprends propose au bien. sein de la gamme Action d'Ecofi à travers 2 styles de gestion, donc plutôt complémentaires, donc avec des fonds investis dans des valeurs de croissance durable et avec des fonds investis dans des titres ayant des, flux de trésorerie robustes et récurrents. D'accord, donc et d'ailleurs Ecofi, Enjeux Futurs et Ecofi Conviction Monde répondent bien à ce scénario. Donc ces 2 fonds thématiques labellisés ISR. On va commencer avec Ecofi Enjeux Futurs, tu vas nous en parler, hein. C'est un fonds, donc action internationale investi sur des valeurs de croissance durable avec des thématiques fixes liées à l'homme et à la planète. Tout à fait, voilà, c'est un fonds, donc Ecofi Enjeux Futurs qui a comme, voilà, objectif, d'investir sur des enjeux d'avenir pour l'homme et la planète et tout en conservant donc une très forte sélection, ISR. Donc le fonds offre, 6 thématiques, donc notamment avec la thématique de l'efficience, énergétique qui est présente dans ce fonds. Donc cette thématique a l'avantage de permettre au fonds d'être, exposé, à tous les enjeux de la transition énergétique. Donc, avec par exemple les plans de rénovation, d'électrification, à la fois présents en Europe, donc notamment suite au conflit russo-ukrainien, mais aussi aux États-Unis avec différents plans Biden. Donc on a notamment en portefeuille une valeur comme, Prysmian, que l'on apprécie particulièrement, qui permet de s'exposer à, cette thématique. Donc Prysmian, c'est le leader, mondial dans le câblage, notamment sous-marin et donc cette valeur va vraiment bénéficier des plans, d'électrification en Europe, notamment avec le développement de l'éolien offshore. Donc, l'Europe a notamment comme ambition de multiplier par 10 les capacités, d'éolien offshore et Prysmian, c'est vraiment une valeur qui est exposée, très fortement donc à tous ces plans. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen de s'exposer à la transition énergétique. Surtout il s'agit d'une thématique qui s'est D'accord. accélérée depuis le début de l'année et surtout Mmh. depuis le début du conflit, russo-ukrainien. Alors, autre fonds qui répond à ce scénario et Enfin, qui donc le deuxième privilégie la fonds, sélection de que l'on a en valeurs et l'approche portefeuille, thématique, donc c'est le c'est fonds donc, Ecofi Conviction Monde. qui permet de qui est un ouais, tout à fait. C'est un fonds qui sélectionne des, valeurs ayant des flux de trésorerie récurrents et robustes, qui est exposé à, cette thématique, comme on peut le voir là sur le slide. Hem, ils ont notamment comme, exposition donc la thématique de la réouverture, donc de la réouverture post-Covid. Contrairement à d'autres fonds, voilà, les thématiques ne sont pas forcément fixes, elles peuvent varier.
Là, on joue actuellement donc la réouverture, qui est très loin d'être finalement finie, comme on aurait pu le penser il y a quelques mois comme thème. Aujourd'hui, le trafic aéroportuaire n'est toujours pas revenu au niveau, de 2019. En Europe, on est à peu près à 80 de ces niveaux-là. Ou encore, en fonction des différentes géographies, donc la réouverture est plus ou moins, avancée. Par exemple, en Chine et dans certains pays émergents, on sort à peine de période de confinement. Donc pour nous, il y a encore beaucoup voilà, de potentiel sur des valeurs exposées à la réouverture. Donc D'accord. pour conclure sur cette partie, action, vous l'avez compris, nous sommes dans une période qui est de très forte turbulence, encore pour au moins quelques temps. Mais voilà, ce qui est plutôt rassurant, c'est que les marchés semblent déjà apprécier une récession, même si les délais, d'exécution des politiques des banques centrales, seront vraiment clés. Actuellement, les investisseurs semblent être dans l'attente, d'une annonce d'un taux pivot, clair des banques centrales. Heu et donc nous, c'est pour ça que, au sein de l'équipe action, notamment en raison de la très forte la très forte pardon, décote de valorisation, nous pouvons avoir une vision, plutôt positive sur des investissements à long terme, tels que les fonds thématiques, de croissance durable ou à flux de trésorerie, récurrents. Merci Erwan. Donc j'aimerais rapidement faire une petite, parenthèse sur les fonds thématiques. Chez Ecofi et d'ailleurs, pas que chez Ecofi, hein, on observe que les investisseurs vont au-delà de la recherche de performance financière. Ils recherchent aussi de la performance sur le E, le S, voire le G et même souvent les 3. Donc tout ça sous l'impulsion du régulateur. Ça a commencé avec la loi sur la transition écologique et énergétique, l'article 173 que vous connaissez certainement tous. Ça s'est poursuivi avec la loi énergie-climat, l'article 29, le tout avec, le Covid, le Green Deal, la neutralité carbone, et cetera. Donc ça se voit vraiment dans la gestion collective et dans la gestion dédiée. Même si globalement, la gestion Action française recule, la nôtre avance régulièrement depuis 5 ans, surtout sur, ces fonds thématiques labellisés ISR. Donc je ferme la parenthèse. Merci Erwan, merci Florent et merci David pour ce point conjoncture de rentrée. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre un peu tard, globalement, malgré le contexte économique, certaines opportunités sont à saisir, hein. Nous anticipons, une certaine, relative stabilité des taux souverains en zone euro et si notre scénario est validé, on devrait enregistrer des performances positives à 1 an. Sur les actions, c'est plutôt une approche, thématique et sur des valeurs de croissance qui va être privilégiée. Je vais maintenant, prendre les questions pour nos intervenants, donc rapidement parce qu'on est un peu juste niveau timing. Je vais pas pouvoir toutes les poser. On vous répondra, bien sûr, par mail directement après. Alors première question, et il y en a pas mal là-dessus, sur le ralentissement économique. Comment on anticipe le ralentissement économique? Sans surprise, je pense que c'est une question pour toi, Florent. Tout à fait. Alors, on observe en effet un ralentissement économique, mais c'est un peu normal d'une certaine manière puisqu'on vient de très, très haut. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la reprise économique post-Covid a été très forte et donc limite une surchauffe de l'économie puisqu'on est passé même au-delà des croissances potentielles et donc forcément, on observe un ralentissement. C'est presque normal. La question, je vais la décomposer sur les 2 zones géographiques. D'une part, les États-Unis. Aux États-Unis, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 2 trimestres consécutifs de baisse qui s'expliquait pas forcément par une baisse de la consommation, mais plutôt avec des effets, sur les exportations, les stocks et cetera et nous, ce que l'on anticipe et ce que le marché semble anticiper aussi d'ailleurs, le consensus de manière générale, c'est que le 3e trimestre sera, renouera avec la croissance positive, et puis le 4e trimestre également, même s'il y a beaucoup d'incertitudes puisque le 4e trimestre, c'est encore un peu dans quelques temps. Donc pour les États-Unis, il y a un ralentissement, c'est clair et net, mais il y a quand même quelques variables clés qui tiennent et notamment, la consommation. On va avoir cette semaine les ventes au détail qui sont prévues en termes réels, donc une fois qu'on ajuste l'inflation, à, près de 0,3-0,4. Donc on continue à avoir une consommation malgré le fait, et ça c'est assez paradoxal, que les consommateurs sont assez grincheux. On le voit sur les enquêtes de confiance, les enquêtes de sentiment du consommateur. Donc c'est assez paradoxal. C'est pas du tout une situation qu'on a vécue par le passé. Mais aux États-Unis, on est plutôt confiant sur 2022, un peu à l'image du consensus d'ailleurs. Là où le risque se pose, c'est évidemment la zone euro.
puisque ça va dépendre de la crise énergétique, bien entendu. Il y a des signes, des signaux qui nous prouvent que, le pire n'est pas forcément certain, mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de faire des scénarios, assez noirs aussi, sur, la crise énergétique. La consommation dans certains pays de la zone euro tient toujours, l'investissement, les dépenses, le taux de chômage est très faible, en tout cas à ce stade. Donc tout ça, c'est aussi des éléments qui vont, profiter à la zone euro, nécessairement. Donc le tableau n'est pas à la récession, en tout cas pas pour l'instant. 2023, en revanche, le risque grandit pour qu'une récession se matérialise, surtout en zone euro, en réalité. D'accord, merci Florent. Alors j'ai une autre question sur les actions, ce sera pour toi Erwan. Valeurs cycliques ou valeurs, défensives? Qu'est-ce qu'on privilégie? Oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'être vraiment, trop optimiste sur les valeurs cycliques, parce qu'on est quand même dans une période, voilà, où il y a de fortes craintes de récession, notamment pour 2023 en Europe. Donc là, nous avons plutôt une vision plus positive, sur les valeurs défensives. On se méfie notamment, voilà, on est très méfiant sur comme je l'ai expliqué précédemment, sur le secteur de la chimie, le secteur de l'auto. On peut voir un ralentissement, de la demande et aussi de fortes pressions sur les marges en raison des hausses de coûts. Et enfin, on est aussi quand même plutôt prudent sur donc les banques, donc qui sont des cycliques, hein, finalement, puisque même si elles bénéficient des hausses de taux, la, mmh, voilà, la hausse du coût du risque et notamment si on est dans cette période donc de récession, risque de rendre le secteur compliqué à jouer pour 2022 pour 2023, pardon. Merci Erwan. On va s'arrêter là pour les questions puisqu'on arrive au bout du temps imparti. Donc pour ceux qui n'auraient pas trouvé, la réponse à leurs questions, on vous fait un retour, tout de suite après. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez suivre, nos actus, sur le site ecofip.fr et via les réseaux sociaux. Vous recevrez le replay de ce webinaire directement dans vos boîtes mail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une bonne rentrée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci pour, Bonne journée à tous. votre attention. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.